Merci Arthur d'être venu encore aujourd'hui. Alors tu es doctorant en philosophie politique à Grenoble là, et tu nous as déjà fait le plaisir d'intervenir à plusieurs reprises. La première fois avec le thème Hannah Arendt et la question du préjugé racial. En décembre dernier sur Arendt, une liberté citoyenne. Et aujourd'hui sur Arendt et le problème du commencement. Arthur, merci encore de ta présence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Et j'aurais voulu aborder avec vous la question du commencement dans la pensée d'Hannah Arendt et voir en quelque sorte en quoi ce concept nous permet de nous renseigner sur la pensée d'Hannah Arendt et notamment sur son approche de la structure politique. Car Arendt est une philosophe, je dirais même une théoricienne du politique, qui va accorder une importance prépondérante à la question du commencement, à la question notamment de la capacité à produire en quelque sorte de nouveaux commencements. Et elle va finalement définir, on va voir qu'elle permet de définir l'activité politique comme tout simplement la capacité à agir et à créer quelque chose de nouveau, produire de nouveaux phénomènes. Et cette question du commencement, cette approche de la politique comme acte de commencement est loin d'être évidente, tant le commencement est une notion qui peut parfois être moins évidente qu'on peut le croire. Le fait de commencer, qu'est-ce qu'implique le fait de commencer? Commencer, ça signifie tout simplement introduire quelque chose de nouveau. Créer un nouveau processus qui va rompre avec les régularités qui existaient auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui, à bien des égards, heurte l'ensemble des principes de la rationalité. C'est-à-dire qu'il y a une règle universelle, qu'on veut universelle, qui fonctionne, et tout d'un coup, on introduit quelque chose de nouveau qui s'oppose à ce qui existait jusque-là. Et c'est au fond une question qui a été posée très tôt, qu'on va trouver par exemple dans des métaphysiciens comme Leibniz, par exemple, des métaphysiciens classiques, puisque c'est la question que pose Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Après tout, le rien, s'il n'y a rien, il n'est pas logique qu'il puisse y avoir à présent quelque chose. Et pourtant, il y a bien quelque chose. Et ce commencement relève très souvent du miracle. Je veux dire, c'est assez difficile de s'imaginer que, voilà, on avait un monde purement matériel, de simples chaînes de carbone, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ces chaînes carbonées se mettent à s'auto-reproduire, et on a tout d'un coup la vie qui apparaît et qui rompt avec un monde jusque-là purement matériel. Donc, comment est-il possible que ce commencement puisse s'introduire? Au fond, la notion de commencement relève en quelque sorte d'une forme de miracle, au sens où Hume, notamment dans son traité sur l'entendement humain, définit le miracle comme quelque chose qui n'est pas rationnel, qu'on ne peut pas interpréter rationnellement, mais qu'il serait encore plus irrationnel de croire qu'au fond, tout le monde mentirait à ce sujet. Et au fond, par exemple, voilà, tout nouveau commencement relève du miracle, dans le sens où il n'était pas possible de l'interpréter avant que ce commencement apparaisse, il n'était pas possible de l'appréhender avant qu'il surgisse, et pourtant, le fait de penser que tout le monde serait fou et qu'en fait il n'y a pas de vie sur Terre, mais il n'y a que de la matière, eh bien, est encore plus absurde. Et Hannah Arendt, de cette notion de commencement, va en faire un concept central de sa pensée politique. Et elle va expliquer qu'au fond, ce qui caractérise l'action politique, c'est cette capacité à provoquer du nouveau, à engendrer de nouveaux commencements qui, comme elle le dit elle-même, ont toujours contre lui l'ensemble des règles de la probabilité, et qui pourtant ne cessent de provoquer de nouveaux changements, de nouveaux processus qui rompent systématiquement avec la régularité du monde tel qu'il existait auparavant. Et cette capacité à créer, à produire du commencement, elle s'ancre, je dirais, dans quelque chose qui est un élément fondamental de la condition humaine, et qui est tout simplement la naissance. Dans la naissance, l'homme est au fond, déjà se joue en fait, le commencement, quelque chose de central, qui est tout simplement le début de
le début d'une nouvelle existence. Dans la naissance, et on parle évidemment ici de naissance sexuée, que se passe-t-il? Eh bien, il y a deux êtres distincts qui agissent l'un avec l'autre et qui vont produire un troisième être qui va être également distinct des deux premiers. Et on peut prendre dans toutes les situations, qu'on ait des jumeaux, des triplés ou des quadruplés, chaque individu est distinct des autres et va en quelque sorte provoquer un nouveau commencement, engendre un nouveau commencement. La naissance est le commencement de sa propre existence. Et dans cette idée de naissance se jouent, je dirais, deux idées centrales. D'une part, avec la naissance, il y a l'idée que le monde préexiste toujours à la naissance. La naissance est une rupture avec ce qui existait auparavant parce qu'il existait quelque chose auparavant. On peut prendre les choses comme on veut, nous ne sommes pas des formes de solipsisme dans lequel rien n'existait auparavant. Rien n'existait avant moi. Avant moi, rien, le néant. Non. Il y a des gens qui ont interagi pour qu'un nouvel être soit introduit dans le monde. Et donc, quand un individu naît, il naît toujours dans un monde qu'il n'a pas contribué à fabriquer. Il est dans un monde qui existe déjà avant lui, et qui existait déjà avant ses parents, etc. etc. Il est introduit dans un contexte donné, que ce contexte soit biologique, social, économique. On ne surgit toujours dans un contexte particulier. Et je pense que ceci est très important, parce qu'Hannah Arendt, du coup, s'oppose, en insistant ainsi sur la naissance, notamment à Heidegger, qui va au contraire insister sur le fait que l'homme est un être vers la mort. Et Hannah Arendt, d'ailleurs, dans son texte, se moque même un peu, je dirais, de la philosophie existentialiste, notamment telle qu'elle était encore, qu'elle s'incarnait notamment dans le Sartre, on va dire des années 30-40, pour qui l'homme se produirait, on va dire, lui-même. Et Arendt va souligner ce fait essentiel de toute existence humaine, c'est que l'homme ne se doit pas à lui-même sa propre existence. Il doit son existence au fait qu'il existe d'autres hommes en dehors de lui qui ont été capables d'agir pour le faire naître. Et ça nous renseigne sur un concept qui est central dans la conception arendtienne de la politique, qui est à savoir la pluralité. La politique, l'activité politique, n'est pas faite pour l'homme, on pourrait dire avec un grand H, elle est faite par les hommes. Ce sont ces actions humaines qui permettent de faire advenir de nouveaux commencements. Et d'autre part, dans cette approche de la naissance comme fondateur finalement de l'action de l'activité politique, on a également l'idée que l'individu qui naît, simplement par sa seule présence, modifie déjà le monde dans lequel il se trouve pris. Pourquoi? Parce que pour Hannah Arendt, le monde doit avant tout être interprété comme l'environnement dans lequel les hommes vivent. Et donc qui est composé de sorte de l'ensemble du milieu naturel, on pourrait dire. Le sisme, forcément terre, le climat, le contexte, mais également avec les autres individus qui composent un environnement. Personne n'agit seul. Le simple fait qu'on soit réunis ici dans une conférence montre que les autres individus forment le contexte dans lequel nous agissons. Ici, on se trouve, on fait une conférence, on ne fait pas une conférence seul dans son bureau en parlant tout seul. On fait une conférence parce qu'on s'adresse à d'autres personnes. Et ces autres personnes viennent former un cadre dans lequel nous agissons. Et dès lors, en introduisant un nouvel acteur, eh bien, on modifie ce contexte. S'il y avait des personnes différentes venues ici, cette conférence n'aurait pas eu la même apparence. On aurait peut-être d'autres intervenants, on n'aurait pas eu les mêmes débats, on n'aurait pas eu les mêmes informations. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez trivial. Je pense que toute personne qui a eu des enfants peut confirmer que avoir un enfant modifie sa vie sociale. Introduire un nouvel acteur transforme en vérité, transforme déjà le contexte dans lequel on se trouve pris. Et cet acteur, ce nouvel acteur, va dès lors pouvoir agir à son tour, avoir des relations avec d'autres individus, et ainsi modifier de plus en plus le contexte dans lequel il se trouve, va provoquer de nouveaux changements. Et Arendt va souligner ceci
c'est que l'introduction continue de nouveaux acteurs capables d'agir avec d'autres acteurs tout aussi distincts fait que la politique va se caractériser par une très forte imprévisibilité. La politique est fondée sur des événements et des réactions des différents acteurs aux événements auxquels ils sont confrontés qui la rendent profondément imprévisible. Un exemple que j'aime beaucoup citer, si quelqu'un affirme en 1913 qu'il va y avoir une guerre mondiale entre la France et l'Allemagne à cause d'un archiduc d'Autriche qui a été assassiné en Serbie, je pense qu'il est probable qu'en 1913 on en va rigoler. Et c'est bien parce qu'il y a différents acteurs, différents événements, différentes personnes ayant des avis différents et s'intégrant dans des contextes distincts que la vie politique va pouvoir agir avec une forme de dynamisme. Et au fond, ce qu'Arendt décrit n'est rien d'autre que la succession des générations. Ce qui fait le moteur de la vie politique, c'est que de nouveaux acteurs sont régulièrement introduits dans le monde et que les anciens disparaissent au fur et à mesure, renouvelant dès lors complètement le contexte dans lequel chacun se trouve pris. Ce contexte étant toujours en mouvement et évolue au fur et à mesure que, bien, je dirais, il y a de nouveaux commencements qui apparaissent. On commence systématiquement de nouveaux processus, toujours. Et donc il y a une vision, je dirais, Arendt a une vision très diachronique de la vie politique, qui est fondée sur cette dynamique, sur une dynamique du commencement, à savoir que de nouveaux acteurs sont introduits dans le monde, et ces acteurs vont avoir de nouvelles actions, vont provoquer de nouveaux événements qui engendreront de nouvelles conséquences. Et en apportant cette vision du politique très dynamique, très diachronique, Arendt, je dirais, s'oppose à plusieurs tendances très lourdes de la philosophie politique, ce qui lui donne véritablement une forme d'unité, qui permet de faire. La philosophie politique arendtienne donne vraiment cette originalité qui est liée à cette importance accordée au commencement. Je dirais que les trois grands courants auxquels Arendt s'oppose, ça va être d'une part une forme de vision qui dirait que tout étant mouvement, on ne peut rien dire du monde. Ça va être un peu la vision héraclitéenne de la vie politique. Arendt, même si j'ai dit qu'elle avait une importance, elle accordait une importance au dynamisme politique, s'oppose à une vision dans laquelle, au fond, on ne pourrait rien dire du monde parce qu'il est en mouvement complet. Parce que, comme je l'ai dit, il y a à la fois une double dynamique dans le commencement, il y a l'idée qu'on introduit un nouveau phénomène, mais qui va rompre avec ce qui existait auparavant. Donc il y a bien quelque chose qui existe auparavant. C'est ce que j'ai dit dans le phénomène de la naissance. On n'est jamais introduit dans un pur chaos, on est introduit dans un contexte qui a une certaine stabilité et à partir duquel on agit. Donc il y a une forme de stabilité, malgré ce dynamisme, il y a une forme de stabilité de l'espace public. Et Arendt va notamment insister sur le rôle de la loi, par exemple, qui va servir à stabiliser cette action humaine, à organiser cette action humaine en un tout politique cohérent. D'autre part, en insistant sur ce dynamisme de la vie politique, Arendt s'oppose à toute une tradition, je dirais, juridique de la vie politique, qui se manifeste clairement dans un auteur comme Hobbes ou plus récemment chez Kelsen. Puisque chez Hobbes, en fait, il y a bien l'idée d'une rupture, d'un commencement qui est incarné par le contrat social. Le contrat social rompt avec la situation de guerre de tous contre tous, mais une fois que le contrat social est posé, eh bien ça y est, l'État est institué. Pour Hobbes, la réflexion sur le contrat social est avant tout une réflexion sur le passé. C'est-à-dire, il y a eu un moment donné où on est sorti de la guerre de tous contre tous et on a institué un État qui permet de stabiliser le monde. Et donc, sa pensée est tournée véritablement vers le passé. La même chose, de même pour Kelsen, qui va insister notamment sur, avec son pyramide des normes, sur le principe de constitutionnalité. C'est bien la Constitution qui détermine le présent. Alors que pour Arendt, au contraire, c'est bien l'événement qui va permettre notamment d'éclairer le passé, l'événement présent. Et enfin, troisième élément, troisième tradition à laquelle Arendt s'oppose, tout simplement la philosophie de l'histoire, incarnée notamment par son dialogue avec Marx, qui, même si Hannah Arendt a beaucoup évolué dans sa position avec Marx, puisqu'elle est d'abord passée
d'une vision, je dirais, très critique, où elle accuse presque Marx d'être responsable de l'émergence du totalitarisme, à une vision beaucoup plus en dialogue avec Marx, qui va notamment s'incarner dans sa réflexion sur la condition de la moderne. Mais ce qui est constant, c'est qu'Arendt s'oppose à une philosophie de l'histoire qui proposerait une approche eschatologique du monde, dans lequel, au fond, l'action présente est déterminée par un futur à atteindre. Arendt, au contraire, voit avec cette double opposition, une opposition face à fondation passée et face au contraire à un futur à atteindre, Arendt nous propose une philosophie politique du présent, de l'événement, c'est-à-dire de cette capacité qu'ont les hommes à provoquer de nouveaux commencements. Il y a toujours dans la conception qu'Arendt se donne de la vie politique de nouveaux commencements qui sont introduits. Et on a donc une philosophie politique extrêmement dynamique qui est toujours basée sur la capacité à produire du nouveau à partir d'un contexte donné. Merci beaucoup.